Bonjour à tous, merci. Donc, je suis président de TrustLM, qui est une solution en ligne de gestion des accès, d'authentification unique, d'authentification forte. Et je vais donc vous présenter, situer en fait le produit TrustLM dans le cadre de la gestion des identités et des accès de façon générale. Et puis, vous allez voir assez rapidement, en slide 3, je crois, on va commencer à regarder un petit peu ce que fait le produit. Alors, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, à m'interrompre. Voilà, je suis là pour ça. Je suis à l'écoute de votre feedback, de vos questions et de précisions. Alors, j'ai titré la présentation l'éradicateur de mots de passe. Parce que dans la gestion des identités, on voit malheureusement pas énormément. Il y a plusieurs façons en fait, de gérer les accès, évidemment. Je dirais, les protocoles de fédération d'identité. Donc, c'est ce qu'on fait. Parmi ces protocoles, les plus connus, c'est SAML, c'est OAuth, OpenID Connect. Et donc, ça, c'est, je dirais, la façon propre de faire les choses. Et la façon moins propre, c'est ce qui est écrit là, le password management, donc la gestion de mots de passe. Donc ça, c'est le diable, là. Ça consiste à mettre tous les mots de passe des utilisateurs dans une grosse boîte, bien sûr parfaitement sécurisée, et après de les servir à la demande. Donc en fait, ça, la gestion des mots de passe, et y compris le SSO qui s'appuie sur des mécanismes d'injection de mots de passe, je considère à titre personnel que c'est le diable parce que c'est vraiment un bel exemple de fausse bonne idée, de fausse promesse. La fausse bonne idée, c'est de dire, bon, bah, pour les applications qui ne savent pas se fédérer, eh ben, en fait, on va traiter le problème comme ça. Donc, en ce qui concerne les applications web, disons la majorité des applis aujourd'hui, même si ce n'est pas la totalité, en fait, on va le traiter en intercalant un proxy. Voilà, la fausse bonne idée, ça consiste à dire, on va mettre les mots de passe de tous les utilisateurs, donc pour toutes les applications, dans une grosse base de données parfaitement sécurisée, et puis on va servir ces mots de passe typiquement à travers un proxy. Donc les utilisateurs web passent à travers ce proxy qui va mettre les mots de passe quand c'est nécessaire. Donc la promesse est superbe parce qu'on a l'impression que comme ça, on va pouvoir traiter toutes les applications, même celles qui ne savent pas utiliser les protocoles de fédération. En revanche, dans la réalité des faits, elle est délétère parce que injecter des mots de passe dans des formulaires qui contiennent du JavaScript, des choses comme ça, c'est pas si simple que ça. Donc, en réalité, on passe souvent beaucoup de temps à intégrer une par une les applications. Et puis surtout, on sait quand un projet de ce type commence et on ne sait jamais quand il termine vraiment. Donc, on prétend pouvoir couvrir 100% du parc applicatif d'une entreprise et en réalité, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est la première raison. La couverture fonctionnelle, réellement, et pas à la hauteur des attentes des clients. Par ailleurs, donc, insérer un proxy web, un de plus, je dirais, ça pose tout de suite des problèmes de disponibilité. Parce qu'évidemment, il faut que ce proxy soit super disponible, parce que s'il casse, les utilisateurs ne peuvent plus passer à travers, donc ils ne peuvent plus accéder au web, c'est extrêmement problématique. Donc il y a des problèmes de disponibilité, et en plus, il y a des problèmes de charge sur ce proxy-là, parce que tous les utilisateurs passant à travers, et pas uniquement pour les flux d'authentification, mais également pour les flux de données, on se retrouve avec un goulet d'étranglement. Donc on a des problèmes de perf, des problèmes de disponibilité et évidemment des problèmes majeurs de sécurité parce que ce proxy est lié à une base de données qui contient tous les mots de passe de tous les utilisateurs sur toutes les applications. Donc si on ajoute à ça les problèmes de potentielle couverture fonctionnelle limitée dont j'ai parlé précédemment, ça illustre le fait que c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Voilà. Alors la promesse de TrustLM, elle est beaucoup plus faible que ça, je vous le dis d'emblée, au risque de vous décevoir. On ne traite que les applications qui savent se fédérer par SAML, par OpenID Connect, par OAuth éventuellement, par WSFed, donc les protocoles équivalents dans l'ancien monde Microsoft.
Donc, la promesse est plus faible, mais la contrepartie, c'est que le produit est plus simple, et beaucoup plus simple. Donc, en fait, on ne monte pas une usine à gaz pour régler tous les problèmes d'authentification dans une entreprise, mais on se concentre sur ceux qui sont, je dirais, facilement traitables. Hein, et on les traite simplement. Alors, là, j'ai emprunté donc, à Synetis ce beau slide qui présente l'Identity as a Service au centre des problématiques de gestion des identités et des accès, donc de l'IAM. Alors, la première fonctionnalité qu'on attend en fait, dans le cadre de l'IAM et l'IAM dans le cloud, c'est d'obtenir un référentiel des utilisateurs, donc à la fois les internes, évidemment, mais également les externes et les partenaires, voire les clients. Donc, la fonctionnalité, dirons-nous, de méta annuaire ou quelque chose comme ça. La fonctionnalité d'authentification, évidemment, c'est le centre peut-être, le premier, enfin c'est le A quoi, des accès. Donc authentifier les utilisateurs, leur permettre de ne pas avoir à se réauthentifier quand ils passent d'une application à l'autre, donc le SSO. Donc, la fédération, c'est bénéficier des protocoles de fédération qui vont faire disparaître les mots de passe applicatifs. L'autorisation, évidemment, être en mesure de dire qui a accès à quelle application. Donc le password management, ça c'est le diable, donc j'en parle pas. Le provisioning, donc, c'est le traitement des nouveaux utilisateurs sur des applications donc qui sont pas, des utilisateurs qui ne sont pas préalablement connus de ces applis. Donc le rôle management, être capable de donner à des utilisateurs certains rôles et, je dirais, générer automatiquement après des listes d'autorisation, typiquement. Donc la délégation, pouvoir faire une administration à plusieurs étages de la solution et donc pouvoir déléguer des droits, par exemple, pour ajouter une application, par exemple, pour définir des autorisations non pas à l'administrateur, le super admin, mais à des utilisateurs tiers. C'est typiquement des managers d'équipe ou des managers d'applications. Et donc la gouvernance, IAG, c'est Identity Access Governance, donc la recertification, le contrôle, l'audit des accès et des autorisations. Alors, TrustLM, nous, on se situe, je dirais, en haut, là, référentiel utilisateur. À droite de ce tableau, on a également des fonctions de provisioning et d'IAG dans une certaine mesure. La délégation, ça, c'est un travail en cours. Alors, pourquoi il faut fédérer les identités? Je suis désolé, je pars de la base, je sais que je fais affaire à un public averti, mais je vais quand même faire un petit point là-dessus. Parce qu'il faut éviter que les utilisateurs aient à gérer leur propre mot de passe. D'abord parce qu'ils perdent du temps, ensuite parce que ça les énerve, et enfin parce que ça génère des failles de sécurité très importantes. À titre d'exemple sur les failles de sécurité, vous vous rappelez sans doute tous de l'épisode de TV5 Monde, donc où donc ils se sont fait... ils se sont fait bien pénétrer par je ne sais plus quel État islamique, enfin bon, bref, bestiole, une affreuse bestiole. Pardon? La Russie? Ah d'accord, je ne savais pas, je n'avais pas l'attribution du truc. Et donc le lendemain à 13h, un pauvre responsable d'exploitation informatique se présente en cogité de 13h. Et là, il dit « Ah bah ouais, on s'est fait pirater », enfin, ils étaient tout penauds. Et derrière lui, il y avait écrit, il y avait un tableau blanc avec écrit le mot de passe de YouTube, deux points, puis le mot de passe de YouTube. Et donc là, c'était un ingénieur d'exploitation dans la cellule, peut-être même sécurité, je ne sais pas, en tout cas à la DSI de cette entreprise nationale. Donc même lui, qui pourtant est vraiment un utilisateur averti, manifestement, il gérait ses mots de passe absolument n'importe comment. Vous savez peut-être aussi que le mot de passe de YouTube, c'était le mot de passe de YouTube. Donc pour une chaîne de médias qui publie un certain nombre de contenus quand même sur YouTube, on peut dire ça craint. Donc évidemment, il ne faut pas laisser aux utilisateurs le soin de gérer les mots de passe. Et même si on les stocke pour eux et qu'on les injecte au bon moment, dans 95% des temps, ils y ont quand même accès. C'est quand même les leurs qu'on injecte. Donc c'est quand même eux qui potentiellement les définissent, qui mettent le mot de passe de YouTube. Donc
voilà, tout ça pour revenir sur le fait que c'est vraiment une mauvaise idée de gérer les mots de passe, de faire du password management. Il faut les éradiquer, il faut les supprimer. La seule façon de supprimer les mots de passe, c'est d'utiliser les protocoles de fédération, donc où les applications, les différentes applications disent, ou plutôt le client dit à l'application, bah, pour authentifier les utilisateurs, c'est tel tiers qui s'en occupe. Par exemple, TrustLM. Bon, j'ai noté ici également cette anecdote ou ce sondage terrifiant que j'ai vu pour le coup chez un de mes concurrents qui explique que 90% des collaborateurs, donc quand ils quittent une entreprise, eh ben, ils partent avec pas forcément tous les mots de passe, évidemment, parce qu'il y a quand même des gens qui arrivent à supprimer, je dirais, des accès au moment du départ d'un collaborateur, mais au moins une partie des accès au système d'information, en particulier celui dans le cloud de leur ancienne entreprise. Et sur les 90%, bah, il y en a la moitié qui s'en sert après avoir quitté l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le risque de sécurité majeur auquel sont confrontées les entreprises. Alors comment on éradique les mots de passe chez TrustLM? C'est sur le slide 3, là, vous voyez, on est déjà dedans. Donc par la mise en œuvre de protocoles des fédérations, donc j'ai cité SAML, OpenID Connect, WSFed, il y a OAuth qui n'est pas noté, mais qui est également un protocole important qu'on utilise. Donc ça, c'est pour le lien avec les applications. Et puis, par ailleurs, on s'interface avec le système d'information de l'entreprise cliente par le biais de son annuaire et dans 99% des cas, Active Directory. Évidemment, LDAP, c'est également une possibilité, mais bon, tous nos clients aujourd'hui, ils ont des annuaires Active Directory. Donc ça, Active Directory, ça permet de s'interfacer avec, je dirais, la base des utilisateurs, avec les mots de passe, mais également avec le poste de travail, car en tout état de cause, les utilisateurs, quand ils se connectent à leur poste de travail, donc ils génèrent un jeton Kerberos sur leur machine, lequel jeton transite par TrustLM, vérifié par l'Active Directory du client. Et donc ça permet d'avoir une authentification intégrée Windows, et donc une authentification complètement silencieuse. Bon, on a également des moyens d'authentification des utilisateurs par le biais de certificats pour les cas où c'est nécessaire, typiquement quand les postes de travail ne sont pas connectés, ne sont pas liés au domaine et que le client souhaite tout de même avoir une authentification silencieuse. Et le troisième type de système avec lesquels on s'intègre, c'est des systèmes d'authentification forte. Là, j'ai cité nos deux partenaires dans le domaine. Donc NeoWave qui fabrique des clés USB donc au standard FIDO U2F et Inwebo qui a une application mobile qui génère des notifications push avec un secret sur le téléphone et donc qui permet de s'authentifier fortement sur la base du téléphone sans avoir à recopier de mots de passe comme dans d'autres systèmes tels que Google Authenticator par exemple. Alors, à quoi ça ressemble TrustLM pour un utilisateur? D'abord, il ouvre typiquement son navigateur et puis il est authentifié soit par l'authentification intégrée Windows, soit par certificat, donc c'est-à-dire complètement silencieusement. Cette page-là s'ouvre, disons, sans intervention de sa part, ou alors, dans certains cas, quand il est à l'extérieur, par exemple, sur une machine qui n'est pas liée au domaine, et là, on va lui demander son mot de passe AD, typiquement. Et puis, optionnellement, en fonction de la configuration de ce qu'a décidé l'administrateur, on va rajouter pour l'authentification un jeton matériel, par exemple FIDO U2F. FIDO U2F, vous voyez ce que c'est? Ça vous parle? D'accord, bon, c'est parfait. Un jeton logiciel, hein, donc par exemple Google Authenticator, hein, donc avec un échange de secrets partagés entre le serveur TrustLM et le téléphone. Donc ça c'est des ETP, donc des one-time passwords qui dérivent dans le temps, ou alors une autorisation réseau, donc soit SMS, soit Inwebo Authenticator. Je pourrais reparler si vous souhaitez. Et donc, une fois qu'il est connecté à TrustLM, il y a toutes ces applis là, fédérées, et puis il clique et il n'a pas besoin de se reconnecter. Hein, pas besoin de remettre de mot de passe. Donc, pour l'utilisateur, on
on ne peut pas faire plus simple. Enfin, en tout cas, si vous voyez des simplifications, n'hésitez pas à nous les proposer. Et puis, l'administrateur, lui, il a une interface web pour piloter les accès. Donc ici, ce que vous voyez, c'est l'onglet des permissions. Là, c'est les utilisateurs et les groupes. Là, les applications. Et ici, en fonction du contexte, la politique d'authentification qui est appliquée. Donc, on distingue zone interne et zone externe. Et pour chacune, on peut définir la politique de façon vraiment extrêmement simple. Donc, est-ce qu'un facteur suffit pour authentifier un utilisateur? Donc, typiquement, Kerberos ou le mot de passe AD. Est-ce que 2 facteurs sont nécessaires? Ou est-ce que l'accès est, c'est pas extrêmement lisible, interdit? Et c'est vrai qu'on a quelques-uns de nos clients qui ont pour une application donnée, par exemple, des utilisateurs nomades et des utilisateurs sédentaires, et qui vont dire, voilà, pour Google, par exemple, les utilisateurs Google, les nomades ont le droit de se connecter à l'extérieur, mais en utilisant 2 facteurs. Et en revanche, les sédentaires, eux, ils n'ont pas le droit du tout de se connecter à Google depuis l'extérieur, parce que, disons, ça réduit, ça annule totalement le risque à cet égard. Voilà. Donc, évidemment, pour une application donnée, on peut définir plusieurs permissions en fonction des groupes, et appliquer donc des politiques d'authentification variées. Alors, je vais dire un mot sur l'entreprise, TrustLM. TrustLM, c'est une start-up. On a commencé en 2013. Donc, on a 3 implantations. Là, je vous ai présenté l'équipe de direction. Donc, moi, je suis le président, Vincent Vanacker, le directeur technique. Donc, on est tous les 2 docteurs en informatique. On s'est connus sur les bancs de l'école normale, et moi j'ai passé après 8 ans, d'abord chez Thales, puis chez EADS. Chez Thales, j'ai commencé sur le génie logiciel des applications temps réel embarquées. Donc on faisait des générateurs de code pour toute la tripaille qui interface les algorithmes avec les plateformes. Et après, j'ai travaillé sur les systèmes d'information pour les forces navales. Et puis chez EADS, dans l'équipe sécurité, sur les lanceurs stratégiques. Et Vincent, lui, il a travaillé également un peu chez Thales, et puis après essentiellement dans des PME innovantes qui avaient un rapport avec le web et la sécurité. Alors, je vous ai donné les quelques clients qui nous ont autorisé à mentionner leur logo. Et ici, nos partenaires, donc nos partenaires intégrateurs ou partenaires commerciaux ou des consultants qui nous connaissent bien. Gpartner, c'est le premier intégrateur d'applications Google en Europe, donc de Google for Work, qui nous a apporté pas mal de clients. Idento, une société spécialisée dans le domaine de l'IAM, Agila, une société de conseil spécialisée dans le domaine du cloud, et Agir Network, un hébergeur et société de conseil. Alors, comment marche l'intégration entre TrustLM et Active Directory? Alors, on a 2 modes de fonctionnement. Là, ici, il y en a un seul qui est présenté. Le premier mode, c'est celui où vous rentrez dans l'interface TrustLM, le nom de votre serveur LDAP, le port, éventuellement le protocole, le BaseDN là, qui sert à commencer à fouiller dans les annuaires. Donc ça, c'est le mode bonnet. Ça marche pas mal, hein, mais on a mieux. Le meilleur fonctionnement, c'est celui où on invite les administrateurs à déployer un petit logiciel, un petit connecteur sur site, donc pas forcément sur le contrôleur de domaine. En général, les gens n'aiment pas trop installer des nouvelles choses sur leur contrôleur de domaine, mais ça peut être sur n'importe quelle machine à côté, et qui, un peu à la lumière de... un peu comme Dropbox, maintient la connexion sortante entre votre SI et TrustLM, et par ce biais-là, on va relayer la synchronisation des utilisateurs et des groupes, et également les demandes d'authentification, donc soit par Kerberos, soit par mot de passe AD. Donc ce connecteur
est capable de traverser les proxys. Donc l'intégration est multiforêt, donc on peut mettre autant de connecteurs qu'on veut si on a plusieurs forêts différentes. Et pour chaque forêt, on a la capacité de mettre un connecteur à proximité de chaque contrôleur de domaine, ça dans l'objectif d'assurer la redondance, la tolérance aux pannes si jamais vous avez un contrôleur de domaine qui tombe. Okay. Donc par ailleurs, un point important, c'est qu'on va interroger votre annuaire à chaque fois qu'un utilisateur se présente pour s'authentifier. Et donc, en particulier, on n'a pas à stocker les mots de passe des utilisateurs. Hein. Et le corollaire satisfaisant, c'est que dès qu'un utilisateur est suspendu chez vous, qui quitte le groupe des utilisateurs autorisés, etc., eh ben, immédiatement, en fait, il perd l'accès à TrustLM et donc aux applications qu'il y a derrière. Il n'y a pas de délai de synchro puisqu'on interroge en temps réel vos annuaires. Alors, les différentes options d'authentification forte, je les rappelle ici. Le SMS, donc le SMS, c'est intéressant dans la mesure où ça fonctionne avec tous les téléphones GSM. On n'a pas besoin par ailleurs d'avoir de connexion de données. En revanche, la contrepartie, c'est qu'il y a un coût, en l'occurrence, parce que les SMS, nous, on les envoie, on les achète. Donc, en fait, on les revend en pratique. Et donc, pour assurer la plus haute disponibilité, donc on a deux plateformes d'envoi de SMS, donc deux opérateurs de SMS. Et par ailleurs, donc on a sélectionné les offres les plus onéreuses, dans la mesure où, quand quelqu'un fait une demande d'authentification par SMS, bah, il attend son SMS. Hein, donc, si vous voyez des offres de SMS à 1 centime le SMS, bah, c'est intéressant quand même de se demander quel est le temps de transit du réseau. Nous, on a sélectionné les offres les plus, disons, celles qui étaient en mesure de garantir un temps de transit le plus court possible. Donc, Google Authenticator, là, il n'y a pas de surcoût à l'usage, hein, c'est compris dans notre forfait. Et Google Authenticator s'installe sur des smartphones ou éventuellement des tablettes. Il y a même des versions pour PC. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez le fonctionnement, mais en gros, on enrôle une instance de Google Authenticator en flashant un QR code. Ça échange un code. Et après, à partir de ce code et en fonction de l'heure, il y a un code à 6 chiffres qui est calculé sur le téléphone et que l'utilisateur est invité à renseigner dans l'interface d'utilisation de TrustLM en l'occurrence. Alors, les clés USB de sécurité. Ici, je vous parle plus particulièrement de notre partenaire NeoWave parce qu'il y a plein de clés FIDO qui sont disponibles sur le marché. Celles-ci, NeoWave, elles ont plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'elles sont françaises, donc c'est pas plus mal. Elles sont fabriquées en France, conçues en France. Et par ailleurs, elles ne sont pas très onéreuses. Hein. Le prix public, c'est autour de 13 ou 14 € la clé, je crois. Et en revanche, leur intérêt principal, c'est que le composant cryptographique qu'elle embarque, il est certifié selon les critères communs au niveau EAL5+. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà embarqués dans l'idée de faire certifier un produit selon les critères communs. Mais enfin, évidemment, c'est une galère pas possible. C'est extrêmement complexe. Et le niveau EAL5+, pour vous dire, c'est quand on proposait à certains clients chez Thales des firewalls, on ne pouvait pas aller au-delà de EAL5+. Hein, c'est tout ce qu'il y avait en magasin. C'est vraiment un très très haut niveau de vérification. Pour les technologies même étrangères, c'est plutôt on s'arrête à 4. Oui, c'est vrai. Alors, l'utilité. Alors, d'abord, ça, c'est des composants qui viennent du monde bancaire, hein, celui-là. Ah ouais, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. En fait, ils l'ont développé par ailleurs. Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. En fait, je vous dis, c'est un composant qu'ils avaient, et puis ils ont mis du filet autour. Donc, on se retrouve avec quelque chose quand même d'extrêmement solide. Et puis, bon, ça coûte 13 €, hein, ça ne coûte pas un bras non plus. Donc, c'est quand même un produit qui est vraiment intéressant, hein, cette clé-là.
elle a d'autres... disons, pourquoi c'est... Est-ce que c'est intéressant d'avoir du niveau 5+? Ce que ça garantit, ce qui est dans la cible de sécurité en l'occurrence, c'est que si vous mettez cette clé dans un ordinateur vérolé, l'attaquant, celui qui contrôle le poste de travail, aura les plus grandes difficultés du monde à extraire la clé privée qui est à l'intérieur de la clé, la clé physique. Voilà, c'est ça que ça garantit. Et puis, donc, Inwebo Authenticator, ça, c'est donc une appli mobile qui est donc certifiée selon le schéma CSPN de l'ANSSI. Certification de sécurité de premier niveau, c'est un bon niveau de sécurité, c'est peut-être pas EL5+, mais c'est un bon niveau de sécurité. Et puis, donc, l'avantage avec ce mécanisme-là, c'est que, d'abord, par rapport à une clé, on perd son téléphone moins souvent que l'on perd une clé, ou plutôt on s'en rend vite compte, quoi, quand on perd son téléphone, on peut juste plus vivre, quoi, donc on s'en rend compte tout de suite. Et par ailleurs, il n'y a pas de code à recopier, on accepte la demande qui est faite sur le téléphone suite à la notification push, et donc l'application, disons, l'utilisateur est immédiatement autorisé. Je vous en prie. Oui. Alors, entre TrustLM et les contrôleurs de domaine, on a accès. On est redondé, on a accès. Ouais. Voilà. Tu n'as pas de réseau, tu n'as rien à faire sur les applications web. Tu n'as pas de réseau. Ouais. Non, ça ne protège pas l'entrée de session Windows. Ouais. Voilà. Après, quand tu es sur un poste qui n'est pas relié au domaine, là, c'est le mot de passe AD qui va circuler, qui est envoyé à TrustLM. On se ferme les yeux, on le réinjecte dans votre LDAP, et c'est le LDAP, le contrôleur de domaine, qui vérifie. Donc on n'a pas besoin de le stocker. Ouais. Mais effectivement, on ne protège pas le... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rallie toutes les applications web à, je dirais, pour simplifier, au mot de passe qui sert aux utilisateurs à se connecter sur leur session Windows, à ouvrir leur session Windows. Donc la référence, vers quoi on va tout fédérer, toutes les applications web en l'occurrence, c'est le mot de passe, celui-là, quoi, qui est bien géré et qui est géré par ailleurs. Enfin, Microsoft fait ça quand même pas trop mal. Non, t'es pas d'accord? Non, c'est ça. Mais il est là ou pas? Il n'est pas là. Ah bon. À partir du moment, si j'ai bien vu, tu appuies sur le token. Enfin, tu peux t'appuyer sur le token. Oui. Le mot de passe, de toute façon, si tu le récupères, ça veut dire que vous ayez une. Quelle que soit votre méthode d'authentification, à partir du moment où on a le token. Ouais, on s'appuie sur le token Kerberos qui est généré, qui est quelque part dans les fichiers temporaires de Windows après l'ouverture de la session. La seule manière d'y échapper, c'est l'authentification forte. L'authentification forte sur... ouais, mais disons, authentification forte sur le poste de travail, donc avec, je sais pas, un radius, etc., en lien avec le LDAP, avec l'AD. Et après, une fois qu'on est authentifié fortement, un token Kerberos est généré. Et nous, on peut l'utiliser dans ce cas-là. Ce que dit JP, c'est que Ouais. le token, si on le récupère, on peut le rejouer. Ah, on peut le rejouer, ouais, on peut le rejouer. Ah ouais, bon, mais après, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. On n'est pas... on n'ajoute pas de sécurité au-dessus des mécanismes de Kerberos qui sont utilisés entre le poste de travail et les contrôleurs de domaine. Hein, voilà. On n'ajoute pas de sécurité par rapport à ça. C'est pas ça notre proposition de valeur. L'intégration du SSO dans un parc sur les applis web. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de sécurité de notre solution. Donc, nous, on est une start-up, on n'a pas des centaines d'ingénieurs d'exploitation pour surveiller notre infra, donc on s'appuie sur des spécialistes.
En l'occurrence, on s'appuie donc sur... enfin, nos machines sont hébergées par Cerberus, qui est un hébergeur de haute sécurité. Donc on sait où sont hébergées ces données. C'est dans les 2 data centers là, que j'ai cités, donc Equinix Paris 3 et Iliad DC3, le tout étant géré par Cerberus. Donc ces architectures qui sont virtualisées, évidemment, c'est quand même bien plus simple pour gérer les backups, enfin en tout cas c'est notre avis. Et puis donc par ailleurs, ils nous offrent, je dirais, des tests d'intrusion réguliers, et c'est eux qui sont en charge donc de toute la sécurité de notre infra. En l'espèce, donc évidemment le routage, les firewalls, les web application firewalls, bon voilà, ils font la veille de vulnérabilité, voilà, ça c'est eux qui s'occupent de ça. Pour vous dire, bon, évidemment, on n'est pas root sur nos machines. Pour avoir le droit de ne pas être root sur nos machines, on doit payer à peu près 300 fois le prix d'un hébergement simple, je dirais, chez OVH. On en est très content. Donc eux, ils s'occupent de la sécurité de l'infra. Nous, on s'occupe de la sécurité de notre appli. Et donc pour ça, sur la sécurité de l'appli, plusieurs choses à dire. Je répète, parce que c'est vraiment le truc le plus important. On n'a pas de base de mot de passe applicatif. Okay, donc, au fond de l'histoire, TrustLM, c'est comme un coffre vide. À l'intérieur, s'il y a quelqu'un qui réussit à pénétrer dans nos bases de données, eh ben, le plus sensible de ce qu'il va pouvoir voir, c'est les clés privées des certificats qui nous permettent de signer les réponses aux applis. Et ça, c'est un instant, disons, ça se régénère, ça se reconfigure en quelques minutes par les administrateurs. Hein, donc, le plan de le Disaster Recovery Plan, là, pour nos utilisateurs, nos clients chez TrustLM, il est extrêmement simple. Si on les prévient, on leur dit ah, on s'est fait pirater, il y a quelqu'un qui est parti avec toute notre base de données, toutes nos clés, eh ben, ils vont sur l'interface admin de Google, d'Office et de Salesforce, et ils régénèrent un nouveau certificat. Basta. Hein, ils sont en sécurité en quelques minutes. Donc, premier élément. Deuxième élément, évidemment, on chiffre nos flux avec TLS, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, sur les technos qu'on utilise, 98% de notre code est développé avec Go, donc il y a un langage qui est le langage de Google qui, disons, sur le plan de la sémantique, ressemble un peu à .NET, c'est-à-dire que c'est un langage compilé avec un garbage collector fortement typé. Enfin, c'est un bon langage dans les fondements pour faire des applications de sécurité. Par ailleurs, il a la bonne propriété de compiler en natif, donc il est hyper économe en ressources. Et par ailleurs, donc les librairies, les bibliothèques qu'on utilise pour le web, pour la crypto, c'est à chaque fois qu'on a pu les trouver, ce qui est, je vous avoue, pas totalement toujours le cas. Les bibliothèques qui sont développées par les meilleurs experts de Google en la matière. Donc nous, on a choisi les algos, donc c'est Vincent, je vous rassure, c'est pas moi qui ai choisi les algos. Quel algo appliquer au bon endroit et les implémentations, donc pour l'essentiel, c'est les implémentations libres de Google qu'on a utilisées. Allez, je vous fais quelques schémas cinématiques des flux, mais si vous en avez marre, vous me dites, hein, vous n'hésitez pas. Je vais vous montrer comment on se connecte, comment un utilisateur donc, se connecte à une appli depuis TrustLM et également depuis l'application elle-même. Je crois même que je vais commencer par depuis l'application elle-même. Et après, vous faire juste mettre les choses en tête et vous présenter comment on s'authentifie sur TrustLM. Donc, connexion à une application depuis l'application elle-même. Donc, l'utilisateur va sur mail.google.com, par exemple. Et donc, l'application elle est configurée. Elle sait que cet utilisateur-là, il a rentré juste son login, hein, pas son mot de passe. Il sait que Google sait que c'est TrustLM qui doit l'authentifier. Donc, il redirige l'utilisateur vers TrustLM. Voilà la redirection. Après, l'utilisateur la suit, la redirection. Arrive sur TrustLM. Donc nous,
si l'utilisateur n'est pas déjà connecté, authentifié, bah, on l'authentifie. Après, on vérifie l'autorisation, hein, ce n'est pas noté là. Et puis, le cas échéant, si on considère qu'il a le droit, ben, on signe une assertion SAML en l'occurrence. Ça marche exactement pareil avec OpenID Connect. Et on redirige l'utilisateur vers l'application avec en paramètre cette assertion signée. Voilà. Donc l'utilisateur envoie l'assertion signée. Et dans l'assertion, il y a je suis tel utilisateur. Je me suis pointé à telle heure, j'ai le droit d'aller sur Google et le tout est signé par la biclée qu'on a négociée entre l'application et TrustLM. Voilà, donc après Google par exemple vérifie l'application SAML et puis fournit la page demandée et établit le cookie de session. Il y a une durée de validité au ticket? Ouais, le jeton, ouais, il a une durée de validité. Il est... Non, c'est de l'ordre de 2 minutes de mémoire, hein, je crois. C'est de l'ordre de 2 minutes, c'est juste là pour compenser d'éventuels décalages d'horloge entre TrustLM et l'appli. Ouais. On ajoute un peu, mais c'est un flux utilisateur, donc l'utilisateur en général, il ne s'en rend pas compte. Hein. Il ne s'en rend pas compte parce que nous, on va voir ce qui va se passer derrière. On a un petit peu de travail. Hein. Le plus long, le plus long là-dedans, c'est de signer, de faire la signature. Mais faire la signature, ça représente, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 100 ou 200 millisecondes, un truc comme ça. Et éventuellement, il y a une authentification auprès du contrôleur de domaine, etc. Alors, éventuellement, ça peut rajouter un petit peu. Mais bon, en latence, disons, supplémentaire, on est en dessous de la seconde. Hein. Bon, on va voir, peut-être on va voir quelque chose, mais non. Pour l'utilisateur, c'est tout à fait supportable. Et aujourd'hui, vos serveurs, si j'ai bien vu, sont en région parisienne. Ouais. Donc, si vous voulez travailler avec une entreprise internationale, entre autres avec l'Inde, le temps de latence, il va être long, ouais. 10 secondes plus le RTT pour revenir. Ouais. Est-ce que vous envisagez de délocaliser une partie, enfin de mettre un pendant ailleurs pour avoir des temps de réponse un peu partout sur la planète? Disons, on serait ravis d'avoir à le faire. Pour l'instant, on ne nous a pas encore sollicité sur ce point-là. Mais pour l'instant, nos clients, ils sont français. Ils ont éventuellement des sites en Europe, mais aujourd'hui, ils sont français. Ouais, je vous le dis, on sera ravis de le faire. Je vous en prie. Ouais. 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 Alors en fait, au moment où un administrateur dit à Google que c'est TrustLM qui doit authentifier ses utilisateurs, donc je prends l'exemple de Google, hein, c'est dans l'interface d'administration de Google, donc il va sur admin.google.com, dans l'onglet sécurité, configurer le SSO, donc il met 3 URL TrustLM plus la clé publique du certificat. Voilà, donc c'est au moment de l'établissement de la fédération, quoi. Ouais. Alors après, pour Google, Google il fait ça pas mal. Office 365 fait ça pas mal non plus d'ailleurs. Ça veut dire que les applis mobiles, que ce soit les applis Office sur Android ou sur iPhone ou les applis mail, calendar, etc. ou Drive sur Google pour Android, elles savent suivre ces liens-là, et donc on est capable également de d'associer un compte Google ou Office sur un téléphone Android ou iPhone par ce même mécanisme. Allez, on regarde la suite. Alors, maintenant, connexion d'un utilisateur à une application depuis le tableau de bord TrustLM, donc depuis l'endroit où il a toutes ces applis. En fait, c'est juste la deuxième moitié du schéma précédent. Hein, donc l'utilisateur il clique sur l'appli, et puis donc TrustLM vérifie que l'utilisateur a le droit.
et donc redirige l'utilisateur avec l'assertion SAML. Donc l'utilisateur repasse là vers l'appli. L'assertion elle est vérifiée par l'appli et le cookie de session est seté. Allez. Donc maintenant, comment on s'authentifie à TrustLM? Là, j'ai différencié selon les configurations réseau interne, réseau externe. En réalité, là, ce que je vais montrer, c'est Kerberos. Hein, donc, quand un utilisateur veut s'authentifier sur TrustLM, pour après rebondir vers des applis, ou alors parce qu'il a été sollicité, TrustLM a été sollicité par une appli. Donc, l'utilisateur va sur Contoso, là, hein, le nom de sa boîte, .trustlm.com. Et donc, si c'est une négociation, si c'est du Kerberos qui est nécessaire, TrustLM dit, répond à un code 401 negotiate avec, à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, du coup, retourne vers TrustLM avec le ticket Kerberos. Le ticket Kerberos est envoyé au contrôleur de domaine, vérifié par vous, hein, je dirais, par les contrôleurs de domaine de l'entreprise. Le contrôleur de domaine répond oui ou non. Et ensuite, l'utilisateur est authentifié. Et là, je vous montre ce qui se passe pour un utilisateur qui est à l'extérieur et qui va donc s'authentifier avec son mot de passe LDAP. D'abord, OK. L'utilisateur va voir TrustLM qui lui demande un mot de passe LDAP qui est fourni par l'utilisateur. Après, avec ce mot de passe LDAP, TrustLM va voir le contrôleur de domaine, vérifié par le contrôleur de domaine, la réponse, et éventuellement, selon la configuration, le deuxième facteur est demandé, donc la clé, le SMS, etc. Okay. Là, ça tombe bien parce que j'ai fini. Je vais juste vous dire, en guise de résumé, hein, pourquoi nos clients, jusqu'à ce jour, nous ont choisis. Parce qu'ils partagent, je dirais, avec nous la conviction qu'on ne peut être véritablement sécurisé que si tout le monde est capable de maîtriser le petit bout de process de sécurité qu'il doit faire. Donc, pour les utilisateurs, pour les administrateurs et pour nous, nos processus d'exploitation également sont extrêmement simples. Ça se voit dans le produit parce que je vous dis, notre promesse est relativement faible par rapport à certains de nos concurrents. Donc, on fait les choses simplement. Donc ça, je dirais, ça donne une impression de sécurité. Et puis par ailleurs, les gens apprécient l'ergonomie de nos interfaces d'administration. Ils nous choisissent également pour le service. Donc nous, on est une start-up, on n'a pas trop de clients. Hein. Donc on est content quand il y a des nouveaux clients qui viennent ou des prospects qui viennent essayer notre produit. On les accompagne pour la mise en place d'un projet pilote, même s'ils n'ont pas payé, on leur montre comment ça marche. Donc ça, c'est pour l'accompagnement, je dirais, en avant-vente. Et par ailleurs, les gens sont contents de savoir qu'on est réactif parce qu'évidemment, TrustLM, comme tous les sujets les SSO, est également un single point of failure dans la mesure où si TrustLM est down, eh ben, les utilisateurs ne peuvent pas renouveler de session. Hein. Et donc, ils ont conscience de la criticité de la chose et ils sont contents de voir qu'on réagit vite à leurs demandes et quand il y a un problème. Et ils nous choisissent également parce qu'on est français. Et ça, dans un certain nombre de métiers, c'est un élément différenciant. Donc j'insiste, on est hébergé en France, vous l'avez vu précédemment, mais on n'a pas d'équipe d'exploitation, je dirais, offshore, et toute notre R&D est réalisée en France également. Voilà, je vous remercie de votre attention. S'il reste un tout petit peu de temps, j'écoute vos questions.